Ala Poédi, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes, mais dois-je vous présenter, analyste en géostratégie, experte du monde ex-soviétique. Vous êtes ukrainienne, vous êtes une amie, j'ai envie de dire, de l'amitié entre la France et l'Ukraine. Et évidemment, tout le monde vous connaît, notamment sur vos nombreux passages sur LCI, où vous commentez depuis 2 ans et plus l'actualité tragique et en même temps si fondamentale de ce qui arrive à l'Ukraine. Alors, pour aller directement à l'essentiel, à la poésie, donnez-nous déjà des nouvelles de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Où en est l'Ukraine? Quelles sont les dernières nouvelles dans votre possession? Vous savez, bien sûr, quand on parle aujourd'hui de l'Ukraine, oui, bonjour tout le monde, bien évidemment, et je suis ravie et vous remercie Michel pour cette invitation. C'est toujours la possibilité de donner des nouvelles de l'Ukraine et aussi de parler ce que se passe, disons, les dernières nouvelles du jour. Vous savez, peut-être, on parle déjà depuis quelque temps, surtout de la situation, plutôt on utilise le mot stagnante. Je ne dirais pas que ça stagne, ça bouge énormément tous les jours, mais nous sommes dans la position de défensive. Donc aujourd'hui, l'armée ukrainienne n'a pas vraiment la possibilité d'avancer. Et fait barrage tout simplement aux agressions et aux attaques permanentes des Russes. Alors, on peut me poser la question, mais comment ça se fait? Pourquoi l'Ukraine n'avance pas? Pourquoi les Ukrainiens ne font pas cette contre-offensive? Et pourquoi, en fait, l'Ukraine ne libère pas le territoire? La réponse est malheureusement est très simple. Les Ukrainiens n'ont pas d'armes. Les Ukrainiens, aujourd'hui, ils sont en manque terrible et des armements et aussi des munitions. Et c'est le vrai sujet et de cette guerre et aussi de cette année 2024 qui, nous espérons, va nous amener quelques changements positifs, en tout cas pour les Ukrainiens. D'accord. Donc en fait, c'est quoi votre message? C'est appeler l'Europe, la France, les États-Unis, l'OTAN, qui est en train de s'élargir, à la Suède, qui s'est élargie à la Finlande, de renforcer leur appui militaire en armement auprès des Ukrainiens? On entend souvent, quand on pose la question sur la guerre, on entend beaucoup d'analystes, en fait, tous ceux qui peuvent s'exprimer sur la question, ils disent cette guerre va être longue. Donc, d'où vient cette évaluation? Pourquoi la guerre va être longue? Ma vision de la situation, que la guerre est longue, tout simplement parce que les Ukrainiens n'ont pas les moyens pour la finir. Et ces moyens sont simples, une fois de plus, c'est des armements. Comme vous savez, l'Ukraine, c'est un pays qui, en 1994, a signé un mémorandum de Budapest, le tristement célèbre mémorandum. Dans le cadre de ce mémorandum, les Ukrainiens ont rendu les armements nucléaires qu'ils ont hérités après la dissolution de l'Union soviétique. Donc, imaginez-vous que en 1994, les Ukrainiens et l'Ukraine est devenue le troisième puissance mondiale nucléaire, c'est-à-dire après les États-Unis et la Russie. Mais cette situation n'allait pas convenir ni aux Russes ni aux Américains. Donc, bien sûr, les ambassadeurs de bonne volonté qui sont venus, ils ont persuadé l'Ukraine à rendre les armes, en fait les armements nucléaires, et aussi prendre la position très proche de neutralité, tout en promettant, en échange de ce sacrifice, je dirais, tout en promettant la défense totale en cas d'agression du territoire ukrainien et aussi, bien évidemment, la protection dans n'importe quelle situation agressive de la part de n'importe quel pays. Et vous voyez à quoi ça nous a amené. Et bien sûr, pendant des années, jusqu'à l'année 2006, où le dernier transporteur bombardier stratégique a été détruit, il a été décapité carrément, si je peux utiliser ce mot par rapport à l'avion, oui, mais vous savez, nos militaires, ils ont pleuré quand ils ont vu ce massacre. Et le dernier bombardier stratégique a été détruit et aussi les missiles, notamment les missiles balistiques et les missiles de croisière ont été rendus à la Russie. Et aujourd'hui, nous recevons ces missiles en Ukraine parce que les Russes les ont bien gardés, ils les ont bien nettoyés et aujourd'hui, les Ukrainiens reçoivent tout ce qu'ils ont rendu dans le cadre de ce malheureux mémorandum de Budapest
à la Russie. Donc finalement, pour moi, c'est un énorme hold-up historique, l'injustice totale que subit l'Ukraine, mais les conséquences sont telles que la population, les Ukrainiens sont tués tous les jours. Et c'est absolument scandaleux dans la situation où les pays de l'OTAN et les autres pays qui ne font pas partie de l'OTAN mais qui ont leur propre armement, ils ont suffisamment d'armes à donner à l'Ukraine pour non seulement se défendre, mais aussi pour finir cette guerre et détruire l'armée russe sur le territoire de l'Ukraine. Alors ça, c'est pour le volet militaire. J'aimerais évoquer un autre point qui me paraît décisif et qui est une des raisons pour lesquelles l'opinion internationale, depuis le début, s'est engagée aux côtés de l'Ukraine et qui, moi, m'a paru vraiment extrêmement choquant et tellement significatif de ce que représente, de ce que porte Vladimir Poutine. Il y a quelques jours, a été commémorée la libération de Stalingrad. D'une part, et d'autre part, c'est tenu le 27 janvier, c'est la journée mondiale en mémoire aux victimes de la Shoah. Or, il y a un message qu'assène sans arrêt Vladimir Poutine, c'est qu'il veut dénazifier l'Ukraine et il assimile l'Ukraine au nazisme. Et qu'est-ce que vous répondez en quelques mots à cette accusation extrêmement grave, totalement fausse évidemment, mais qu'est-ce que vous répondez à cet argument qui est asséné, martelé sans arrêt par Vladimir Poutine? C'est un argument facile que la propagande russe a trouvé justement pour essayer de priver l'Ukraine de soutien international. Parce que qui voudrait soutenir les nazis? Personne aujourd'hui n'a absolument envie de soutenir des pareils États et les personnes. Donc ils ont trouvé ça, ils ont développé le message, passé partout dans le monde. Donc aujourd'hui, quand on pense souvent l'Ukraine, et pas tout le monde, heureusement, il y a des gens qui suivent la bonne information, mais la propagande russe, elle est faite de telle manière qu'elle est soutenue financièrement. Il faut savoir qu'il y a énormément de milliards de dollars qui sont dépensés pour dispatcher cette désinformation partout. Voilà, cette image, ils ont créé. Comment vous voulez lutter contre la propagande? Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est passer une autre information. Mais c'est psychologique. Les Russes sont, vous savez, malheureusement, ils sont des très grands spécialistes de ce qu'ils appellent IPSO. En russe, c'est un mot, IPSO, c'est un mot russe qui veut dire, c'est une abréviation qui veut dire opération psychologique d'information. Ils font ça tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose, une nouvelle qui sort et que tout le monde prenne comme ça et tous les médias commencent à la distribuer par. Les Français connaissent très bien l'une des opérations IPSO qu'ils ont subies à la fin de l'année dernière. C'est quand il y avait l'histoire des puces de lit. Vous vous rappelez, toute la France était en dessous de l'horreur, mais comment est-ce possible? C'est une opération qui était montée par les Russes à 100%. Et vous voyez l'influence, vous voyez l'efficacité de ce travail sur les gens. Nous sommes dans une situation très difficile, Michel. Quand il faut se battre, il faut donner beaucoup de moyens intellectuels. Chacun doit faire un travail énorme pour dispatcher le vrai du faux. Donc, et là, cette histoire de nazis, nous nous battons tous les jours. Moi, tous les jours, je fais un travail sur ma chaîne Telegram, notamment sur le X, pour expliquer et donner les faits contraires, les faits tout simplement de la réalité. Mais le problème que ceux qui ne suivent pas, s'ils ont déjà trouvé quelque chose qui leur plaît, par exemple, qui correspond à leur propre vision du monde, donc ils vont s'y tenir, ils vont chercher les preuves de ce qu'ils pensent d'être vrai. Et c'est là aussi, d'ailleurs, comme ça, marche aussi tous les réseaux sociaux que nous connaissons. Voilà. Les choses bougent beaucoup en France. Je vous poserai deux questions liées à l'Ukraine. Le monde rural, les paysans, les agriculteurs sont très fortement mobilisés. Il y a une crise du monde agricole. Un des arguments qui est fortement mis en avant, c'est la concurrence déloyale des céréales et des matières premières venant d'Ukraine, dont on a ouvert les frontières en soutien justement à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez aux agriculteurs français qui mettent en avant cet argument-là de cette concurrence de l'Ukraine?
Moi, je voudrais dire tout de suite, c'est une énorme injustice parce que déjà, vous avez en face un pays qui est en train d'être tout simplement exterminé. On a une force brute, une force sauvage qui bombarde et qui tue les agriculteurs, notamment toutes les personnes, tous ceux qui se trouvent sur le territoire ukrainien. Ils reçoivent les missiles et les drones sur leur tête. Donc déjà, les Ukrainiens vivent cette injustice et cette horreur quotidiennement. Et en plus, vous imaginez comment faire vivre l'économie ukrainienne dans cette situation où n'importe quel endroit, n'importe quelle usine, n'importe quelle ferme est sous un danger permanent de recevoir soit un missile balistique, soit un drone russo-iranien. Et tous les jours, vous avez les attaques. Donc, c'est très compliqué. Les Ukrainiens essaient de survivre tant bien que mal dans ces situations d'une manière mais absolument héroïque. Et vous voyez ce qui arrive. L'Europe, l'Union européenne, a fait un geste avec l'invitation. Nous savons que l'Ukraine rentre dans l'étape de négociation pour l'adhésion future de l'Ukraine à l'Union européenne, en faire partie. Donc là, c'est l'étape de négociation. Mais avant négociation, l'Union européenne cadeau aux Ukrainiens en disant on vous assimile comme si vous étiez déjà au niveau de l'agriculture et au niveau de tout ce qui est possible de commerce, d'alimentation, comme si vous étiez déjà membre de notre cercle, notre famille européenne. Les Ukrainiens étaient ravis et bien commencé à exporter les céréales par la seule voie quasiment qui leur reste, qui est plus ou moins sécurisée, c'est la voie terrestre, c'est-à-dire par la Pologne, par la Roumanie, en Europe. Bien sûr, les céréales ukrainiennes sont d'une très grande qualité. Nous connaissons les terres ukrainiennes riches qui s'appellent Tchornozem. L'Ukraine possède 35% de ces terres riches sur son territoire, les 35% des terres du monde, de donc vraiment, il y a une chance énorme. Et je vous rappelle aussi, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que les Ukrainiens ne peuvent plus exporter ou quasiment peu, ils peuvent exporter très peu de céréales par la voie maritime habituelle dans les pays du Sud, dans les pays d'Asie, etc. Donc, ils se sont rabattus sur l'Europe. Mais vous voyez ce que ça crée en Europe, quel effet de surprise, parce que les fermiers et tous ceux qui sont liés à l'agriculture pas seulement en France, mais dans d'autres pays européens, en Allemagne, aussi en Pologne, qui se sont réveillés en disant mais c'est quoi cette concurrence? Parce que bien évidemment, l'Ukraine n'a pas les mêmes charges que les pays européens pour le coût de travail. Donc, la production, le coût de production de céréales est moins cher, moins élevé. Et finalement, ça fait une concurrence féroce pour les autres. Donc, il faut savoir gérer ça. On ne peut pas priver les Ukrainiens de cette possibilité d'avoir au moins une petite activité économique. Il faut soutenir, mais il faut aider, il faut comprendre aussi les agriculteurs européens parce qu'ils n'ont rien demandé. Mais comme les Ukrainiens, vous comprenez, finalement, je pense qu'il faut trouver des mécanismes pour un peu stabiliser les prix et pour, par exemple, permettre aux Ukrainiens peut-être de gagner plus d'argent en rajoutant la différence pour Ouais. les agriculteurs européens. Une dernière question à la Poédie. La France a un nouveau ministre des Affaires étrangères, Monsieur Séjourné, qui s'est d'ailleurs rendu, ça a été son premier déplacement à l'étranger en Ukraine de sa nomination. Le 1er février se tient un Conseil européen à Bruxelles extraordinaire, notamment sur des questions budgétaires, dans lesquelles il y a tout un volet également de soutien financier à l'Ukraine. En un mot, quel est votre message au nouveau ministre des Affaires étrangères que vous aimeriez lui délivrer à travers cette interview? Déjà, je le remercie pour cette première visite très importante et très significative pour les Ukrainiens. La première visite en tant que ministre, il a choisi d'aller à Kiev. Il a rencontré le président Zelensky, il a rencontré aussi la tête de notre ministère des Affaires étrangères. Et bien évidemment, la même question et la même question, la même réponse, c'est il nous faut des armes. La France peut donner encore plus d'armes, donc il ne faut pas hésiter. Vous avez en conservation énormément d'armements qui arrivent peut-être à la fin de possibilités d'utilisation en France dans le cadre de l'OTAN, mais nous, aujourd'hui, les Ukrainiens prennent
tout, prennent tout ce qui est possible, ils le remettent en action, ils le remettent tout de suite en action pour justement se défendre et pouvoir éventuellement commencer à libérer son territoire. Mais bon, entre parenthèses, je dirais que là, pour l'instant, même si les Français donnaient tout ce qu'ils avaient en conservation, sans l'aviation, c'est absolument impossible. Donc, il faut le soutien de l'aviation. Et même les Mirage 2000 français, nous irons parfaitement bien. Donc, monsieur Séjourné, n'hésitez pas, travaillez dans ce sens et regardez, grattez au fond du tiroir, vous avez les possibilités à aider encore plus et votre exemple va influencer les autres pays qui diront quand même on ne veut pas rester derrière et tout le monde va suivre. La seule solution à cette guerre, il ne faut pas oublier, c'est la quantité nécessaire des armements qu'il faut livrer aux Ukrainiens au plus vite possible. C'est la seule solution. Pas de négociations, pas de durée, de parler de stratégie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Seulement les armes. C'est la seule solution aujourd'hui possible. Je suis sûr que le message arrivera à son destinataire et à bon port. Juste pour terminer, dans quelques semaines, le 24 février, ça marquera les 2 ans du déclenchement de cette guerre et de cette tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie. 2 petits points, si vous me le permettez. Opinion Internationale organisera un grand débat sur Zoom le 21 février à 19 h avec de nombreux invités. On espère d'ailleurs que vous pourrez y être d'une manière ou d'une autre en direct ou en différé. Et nous venons aussi de publier un livre que je recommande à tous nos lecteurs, mais qui connaissent déjà, Ma guerre illustrée d'Ukraine, de notre illustrateur de presse Régis Hector, qui est une forme de journal de guerre et en même temps un véritable soutien, évidemment, à l'Ukraine, aux Ukrainiens et à la liberté d'expression. Comme je le dis souvent, la liberté d'expression a choisi son camp et c'est celui de l'Ukraine. À la Poédie, merci. Merci. Et à très Vraiment, c'est un livre très important parce qu'aujourd'hui, ça peut-être donnera envie à d'autres personnes de regarder les images et comprendre un peu mieux ce que se passe en Ukraine et à quel point il faut soutenir les Ukrainiens. Merci beaucoup. Merci à la Poédie. Puis Merci. plein de persévérance et de courage et nous sommes à vos côtés. Merci.